Nous sommes en 1967. Cela fait déjà 10 ans que Duvalier règne sur Haïti. Et pour marquer ces 10 années de règne, le régime mobilise toute la nation pour des commémorations à la hauteur de l'événement. Derrière les festivités se cachent des luttes intestines, des ambitions meurtrières et des trahisons familiales. Max Dominique, le beau-fils du président, se retrouve au cœur de ce tourbillon. Marié à Marie-Denise Duvalier, il devient un personnage central des intrigues qui déchirent la famille et le régime. Entre rivalité avec son beau-frère Luc Albert Foucard et la paranoïa grandissante de Duvalier, Max Dominique navigue dans un champ de mines politiques. Le récit de ces années tumultueuses dévoile les sombres réalités du pouvoir duvalieriste où les alliances se forment et se brisent au gré des suspicions et des ambitions, souvent au prix du sang et de la loyauté. Dans cette atmosphère électrique où se mêlent amour, trahison et violence, se dessine le destin d'un homme pris au piège des jeux de pouvoir impitoyables orchestrés par Papa Doc lui-même. Depuis que Papa Doc est arrivé au pouvoir, sa famille cultive l'image d'un clan soudé. Mais depuis quelques années, les choses ont changé, et ceci dans le mauvais sens. De nouveaux venus sont arrivés dans la famille de Duvalier. L'heure est venue pour les filles de Papa Doc de se marier. Marie-Denise, la fille aînée du président et aussi sa favorite, choisit pour mari Max Dominique, un grand gaillard de plus d'1,80 m, capitaine de la garde présidentielle. Nicole, la fille cadette du président, choisit, elle, pour époux un mulâtre du nom de Luc Albert Foucard, agronome originaire de Port-de-Paix. Luc Albert est le frère de Madame France Foucard Saint-Victor, la secrétaire particulière du président. La rumeur disait à l'époque que Madame Foucard Saint-Victor, qui était une personne de confiance du chef, était aussi sa maîtresse. Revenons au conflit qu'engendrent ces nouveaux venus dans la famille Duvalier. Après le mariage de ses filles, Papa Doc est confronté à une rivalité féroce entre ses deux beaux-fils, Max Dominique et Luc Albert. Duvalier se méfie surtout de Max Dominique parce que lui, c'est un militaire et capitaine de la garde présidentielle. Il a beaucoup d'autorité sur les membres de la garde présidentielle et également sur les forces de la sécurité publique du Cap-Haïtien, sa ville natale. Et cela ne plaît pas à Duvalier qui déjà est de nature soupçonneuse et paranoïaque. Mais qui est vraiment le capitaine Max Dominique? Max Dominique, on l'a dit, est originaire du Cap-Haïtien. Au moment de sa rencontre avec la fille du président, il a 36 ans et est déjà marié avec une autre femme. Mais Marie-Denise, qui a alors 26 ans, s'en fout royalement que l'homme dont elle était prise soit un homme marié. Elle est tombée amoureuse de cet homme et elle veut l'avoir coûte que coûte. Et à l'époque, chacun sait qu'on ne peut rien refuser à un Duvalier. Dans la précipitation, Max Dominique divorce de sa femme avec qui il avait 2 enfants pour épouser la fille du président. Et comme récompense, il obtient un galon de colonel et devient commandant de la région militaire de Port-au-Prince. Mais Duvalier se méfie. Il n'aime pas ce beau-fils qui a trop l'allure d'un chef. Il préfère l'autre beau-fils, Luc Albert Foucard, le frère de sa secrétaire. Et celle-ci a quelque chose à voir dans ses préférences. Par contre, la première dame, Simone Duvalier, qui n'aime pas trop la secrétaire particulière de son mari, qu'elle trouve trop particulière, se range du côté de Max Dominique. Donc les choses commencent à se compliquer dans le clan Duvalier. Luc Foucard va emporter une manche dans la lutte d'influence qui l'oppose à Max Dominique. Il est nommé ministre du Tourisme par Duvalier et c'est lui qui a la charge d'organiser les festivités commémorant les 10 ans de l'ascension au pouvoir de Duvalier. En pleine fête,
Une bombe explose tout près des grilles du Palais national. Elle a été placée dans la voiture d'un marchand de glace ambulant. La voiture vole en éclats et le pauvre marchand est mort déchiqueté par l'explosion. Cet attentat met Duvalier dans tous ses états. Il soupçonne son gendre Max Dominique d'en être l'auteur dans le seul but de nuire à Luc Foucard qui vient d'être nommé ministre. Quelques jours plus tard, une autre bombe explose au Casino international d'Haïti. Certains pensent que c'est la réponse de Luc Foucard à Max Dominique. Mais on oublie que les ennemis de Duvalier ne chôment pas. Ces deux attentats sont revendiqués par les ennemis du régime. Mais tout le monde, Duvalier en premier, a les yeux rivés sur l'intrigue qui se joue entre ses deux beaux-fils. Et le président n'est pas du genre à laisser traîner les choses. Convaincu que le camp de Max Dominique complote contre lui, il décide de frapper. Et il va frapper très fort. Le 24 avril 1967, tard dans la soirée, quelques officiers de la garde présidentielle qui jouissent de la plus haute confiance du président reçoivent un ordre d'affectation immédiate à des garnisons dans des zones reculées loin de la capitale. Ces officiers étaient sous les ordres de Max Dominique. 2 semaines plus tard, on annonce à ces officiers que sur ordre de Duvalier, ils ont perdu leur grade et titre. Encore 3 semaines plus tard, on les fait venir à Port-au-Prince. C'est avec le sourire aux lèvres que certains d'entre eux arrivent dans la capitale, sûrs qu'ils vont retrouver leur galon et leur solde avec pour perspective de longues années de bons et loyaux services. À leur arrivée, surprise, ils sont désarmés et conduits au pénitencier national. Au total, Duvalier vient de faire arrêter 19 officiers de son armée, dont 10 occupent un grade élevé dans la garde présidentielle. Dans la nuit du 8 juin 1967, les membres du haut état-major de l'armée reçoivent une convocation surprise. Le général Gérard Constant et le colonel Max Dominique sont également convoqués, ainsi que les chefs Tonton Macoute, armés jusqu'aux dents. Duvalier les fait attendre pendant 2 longues heures, histoire de maintenir le suspense, et chacun se demande qu'est-ce qui va se passer. Le président arrive enfin, en uniforme. Il donne l'ordre de le suivre. Dans les rues désertes de Port-au-Prince, un cortège de voitures avance silencieusement, les phares perçant l'obscurité comme des poignards. À l'avant, Papadoc en uniforme mène la procession, son visage impassible dissimulant une fureur froide. Derrière lui, son état-major, comprenant le général Gérard Constant et le colonel Max Dominique, suivent en silence, conscients que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire. Le cortège arrive à Fort Dimanche, une forteresse sinistre enveloppée de mystère. À l'intérieur, une tension palpable règne. Les miliciens armés de mitraillettes attendent l'ordre du chef suprême. Le silence est brisé par les pas lourds de Duvalier, résonnant sur le sol comme un présage funeste. Les officiers du régime, invités sous un prétexte fallacieux, échangent des regards inquiets. Duvalier s'arrête enfin sur le champ de tir, où 19 officiers sont alignés, les mains attachées dans le dos, les visages figés dans une expression de terreur et de résignation. Ce sont les fidèles de Max Dominique, accusés de trahison dans un procès secret dont ils n'ont jamais entendu le verdict. Parmi eux, des figures respectées comme le major José Soniborge et le capitaine Aritassi, jadis des piliers du régime. Le capitaine Aritassi a commis la faute impardonnable de serrer de trop près une des filles du président, Simone, surnommée Tissimone, âgée de 21 ans. On retrouve aussi le lieutenant Joseph Laroche, aide de camp de la première dame de la République et qui l'accompagne lorsqu'elle se rend chez son gendre Max Dominique.
On peut voir aussi parmi les infortunés le lieutenant-colonel Joseph Lemoine, duvalieriste loyal et inébranlable, responsable militaire du Nord. Il y a aussi les frères Monestine, Phobus, Marc, Franck et Grégoire, tous soldats loyaux à Duvalier. On retrouve également parmi les prisonniers le major Pierre Thomas, chef des services d'immigration à la direction de la police. Ses fonctions l'amenant à entretenir des relations quotidiennes avec l'ambassade américaine. Il s'est trouvé accusé d'être un agent de la CIA. Les mains dans le dos, on attache les 19 hommes, chacun à un poteau. Duvalier avance lentement, ses yeux sombres scrutant chacun des condamnés. Le silence est étouffant, seulement interrompu par le souffle court des hommes et le cliquetis des armes. Enfin, Duvalier lève la main, un geste lourd de conséquences. Il désigne les officiers de son état-major, leur ordonnant de prendre les fusils tendus par les miliciens. L'hésitation se lit sur leur visage, mais la peur de désobéir à Papa Doc les pousse à obtempérer. Le moment semble s'étirer, chaque seconde pesant une éternité. Duvalier, le regard dur, prononce alors le mot fatidique d'une voix froide et implacable. Feu! La détonation des fusils résonne comme un coup de tonnerre. 19 corps s'effondrent dans un fracas sinistre, leur vie fauchée par la trahison et la cruauté. Les proches des victimes, terrifiés, se cachent ou fuient tandis que les ambassades sont prises d'assaut par ceux qui cherchent refuge. La purge se poursuit, implacable, ravageant le gratin des tontons macoutes et des miliciens de la ville natale de Max Dominique. Duvalier, inflexible, montre à tous que sa main de fer ne connaît ni pitié ni répit. Ainsi, dans cette nuit sanglante, Duvalier scelle le sort de ses ennemis réels ou supposés. Pendant ce temps, c'est la panique chez les dignitaires duvalieristes. Certains se cachent, d'autres prennent la fuite. Commence alors la course au refuge dans les ambassades latino-américaines. Le lieutenant-colonel Jean Tassi, responsable de la recherche des criminels à la direction de la police, au lieu de se rendre au Cap-Haïtien où il vient d'être nommé, préfère s'enfuir en direction de l'ambassade du Brésil en compagnie de sa femme et de 4 des membres de sa famille. Ceux qui connaissent la brutalité de Tassi et sa loyauté envers le régime sont choqués par sa fuite. Autre dignitaire du régime à s'enfuir, le père Luc Hilaire, chapelain du Palais national et duvalieriste. N'ayant pas réussi à obtenir de Duvalier la relaxe de son frère, le lieutenant Serge Hilaire, exécuté avec les autres officiers, il choisit de demander l'asile à l'ambassade du Chili. Le père Luc Hilaire était un prêtre attitré du régime. Les ambassades sont prises d'assaut par les duvalieristes cherchant à sauver leur peau. On compte plus d'une centaine de personnes réfugiées dans les ambassades. C'est la panique totale. Un autre personnage clé du régime va aussi laisser sa peau. Il s'agit de Johnny Abes Garcia, autrefois espion numéro 1 et tueur de Rafael Trujillo, le dictateur dominicain. Depuis quelque temps, il est passé au service de Papa Doc. Ça faisait 1 an qu'il avait débarqué en Haïti avec un faux passeport en compagnie de sa femme mexicaine et leurs 2 enfants. Ayant offert ses services à Duvalier, celui-ci a mis à sa disposition une résidence huppée à Pétionville. Johnny Garcia, sa femme et ses 2 enfants sont évaporés du jour au lendemain, emportés par la fureur de Duvalier qui voyait des traits partout. Après ces événements tragiques, Duvalier fait venir dans la capitale des centaines de paysans amenés par des camions affectés à cet effet afin de fêter l'événement. Avec le cynisme qui le caractérisait, Papa Doc décide de se donner en spectacle en jouant à un petit numéro macabre. Il fait l'appel comme dans une salle de classe. Il appelle les 19 officiers fusillés. Major Tassi, absent. Capitaine Donald Maniga, absent. Lieutenant Marc Monestime, absent.
ainsi de suite, et de la manière théâtrale, il appelle tous les 19 officiers exécutés, puis, avec un sourire rusé, il ajoute « Tous ont été fusillés ». Vient ensuite un nouvel appel. Cette fois, c'est celui des officiers qui se sont réfugiés dans les ambassades. Il continue son petit numéro. « Ex-lieutenant-colonel Jean Tassi, où êtes-vous? Venez !» L'un après l'autre, ils sont nommés, sans oublier Pierre Jordani, un Français originaire de la Corse qui a fait carrière dans la milice des Tontons Macoutes. Il avait obtenu la nationalité haïtienne et était devenu par la suite chef-section. Il a même été élu député. Après l'appel des fuyards, Duvalier déclare « Ceux-là se sont enfuis après avoir bénéficié des faveurs de César. Ils ont perdu le titre de citoyen haïtien. À partir de demain, la haute cour militaire recevra l'ordre de s'attaquer à leur procès. Ils seront jugés selon la loi, car nous sommes civilisés. » Puis, en guise de conclusion, Papa-Doc déclare à la foule « Maintenant que nous en avons fini avec l'appel des traîtres, nous allons nous adresser aux vaillantes populations des 9 départements de notre pays. Je suis tel un bras d'acier, frappant sans pitié, sans pitié, sans pitié. J'ai fait fusiller ces officiers dans le but de protéger la Révolution et ceux qui la servent. Je m'aligne en compagnie des grands meneurs de peuple tels qu'Atatürk, Lénine, Lumumba, Azikiwe, Mao Tse-tung. Qu'adviendra-t-il donc de Max Dominic, le beau-fils de Duvalier que celui-ci considérait comme le cerveau du complot? Sans l'intervention de Simone Duvalier, Max Dominic serait qu'un cadavre parmi les autres dans la fosse commune de Fort-Dimanche. Afin de ne pas perdre la face, Duvalier a décidé d'exiler son gendre. Le lendemain de son appel des fusillés, Papa-Doc et son épouse se rendent à l'aéroport. Ils sont venus souhaiter bon voyage à leurs 2 filles, Marie-Denise et Simone, alias Simone, ainsi qu'à leur gendre, Max Dominic. C'est un beau-père affectueux qui prend ainsi congé des siens. Max Dominic s'embarque avec le titre d'ambassadeur d'Haïti en Espagne, promotion qu'il doit également à l'insistance de son épouse et de sa belle-mère. Les 2 filles de Duvalier ont pris leurs précautions. Elles emportent avec elles tout l'argent qu'elles ont pu mobiliser et leurs bijoux au grand complet au cas où. À peine l'avion a-t-il décollé que les Tontons Macoutes attrapent les 2 gardes du corps de Max Dominic et son chauffeur. Une série de détonations retentit. Ils sont exécutés. À Port-au-Prince, on racontera par la suite qu'on a essayé d'attenter à la vie du président. Mais la vérité est plus simple. Il s'agit d'éliminer méthodiquement tous ceux qui ont eu des rapports trop étroits avec Max Dominic. Après le départ de Max Dominic, un communiqué officiel publié le 1er août l'accuse de trahison. Il se voit exclu de l'armée et on lui ordonne de revenir en Haïti dans les 30 jours suivants pour y comparaître devant la haute cour militaire et pour être jugé. L'acte d'accusation précise qu'il a tenté de déclencher une insurrection en compagnie des 19 officiers exécutés et qu'il a comploté en vue de l'assassinat de Duvalier le 24 avril et essayé de créer un climat de panique dans tout le pays. Lui sont également imputés l'explosion à la bombe qui a eu lieu devant les grilles du Palais national. Alors que Max Dominic a pu quitter le pays, Papa-Doc est furieux. Dans ses appartements du Palais national, il s'emporte contre sa femme Simone qu'il tient pour responsable du départ de son gendre et de ses 2 filles. Ayant exigé qu'il revienne, c'est par un refus catégorique que Simone lui répond. Madame Duvalier va jusqu'à menacer son mari de rejoindre ses enfants à l'étranger. Alors Papa-Doc sort de ses gonds et se met à la frapper. Et à ce moment-là intervient Jean-Claude Duvalier, le fils du président qui était alors assez costaud à l'époque.
Il attrape son père et l'enferme dans une pièce voisine et ferme la porte à clé. Pendant 3 longues heures, le vieil homme tempête et pousse des cris de rage. Enfin, il tire une sonnette d'alarme qui se trouvait dans la pièce. La garde présidentielle arrive aussitôt et la sirène du Palais national se met à hurler. L'agitation est à son comble alors qu'il s'agit au fond d'une affaire strictement familiale. Mais pour justifier tout ce tumulte, Papa Doc proclame aussitôt le couvre-feu et l'alerte générale. Quand sa garde rapprochée arrive sur les lieux, Duvalier confie à ses plus fidèles qu'il n'est pas heureux dans sa famille. Il est furieux contre sa femme qui l'empêche de punir le traître Max Dominique. Le temps passe et à présent, Madame Saint-Victor, la secrétaire particulière de Duvalier et sœur de Luc Foucart, tombe en disgrâce. La voie est libre. Max Dominique n'a plus rien à craindre. Le 18 mars 1969, le colonel Max Dominique, sa femme et son fils reviennent au bercail. Quelque temps après, Max Dominique est nommé ambassadeur d'Haïti à Paris. Les événements de 1967 mettent en lumière la nature implacable de François Duvalier. Max Dominique échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de sa femme et de sa belle-mère, Simone Duvalier. Son retour en 1969, après son exil en Espagne, ne signifie pas la fin des tensions, mais plutôt un nouveau chapitre dans les luttes de pouvoir incessantes au sein du clan Duvalier.